Europe 1 Soir Week-end. 18h-20h, Pierre de Villeneuve. Grand témoin de l'actualité aujourd'hui, un homme qui a le nez sur la banquise. J'aime bien cette expression parce que c'est vraiment ce qu'il fait. Il est ambassadeur au pôle depuis plusieurs années. Il travaille directement avec le président de la République qui est attentif à ce sujet. Et puis plutôt que de nous faire un essai sous forme d'écologie punitive en disant regardez, voilà, il faut surtout pas faire ça, il faut pas rouler en SUV, il faut rouler tous en voiture électrique, machin. Eh ben, il nous prend par la main avec ce très beau roman qui est très joliment écrit. Ça s'appelle 2 étés par an et c'est publié chez Stock. Bonsoir Olivier Poivre d'Arvor. Bonsoir Pierre. Merci d'être avec nous et de nous fournir ce livre où c'est un homme curieusement un ambassadeur, curieusement qui habite également sur la banquise, qui en 2048 va avoir 90 ans. Je crois que vous êtes né en 58, donc si je fais bien le calcul, c'est quand même très autoportraitisé. Quel hasard, bravo. Et qui se transforme en homme-oiseau, puisqu'il va suivre des sternes arctiques dans leur migration, une fois par an, pour observer le globe et surtout pour observer ce qui se passe. Ce que vous dépeignez à travers ce roman, avec ce roman d'anticipation qui parfois fait froid dans le dos parce qu'il y a également des considérations géopolitiques. On apprend que c'est le petit-fils d'Hafez al-Assad qui est le secrétaire général de l'ONU. On apprend que la moitié de la banquise a carrément fondu et est tombée dans la mer. On obtient que le Groenland est en vente, hein, donc on vend des pays maintenant, et qu'il y a un consortium chinois qui plus ou moins décide de tout et qui n'est plus seulement un pays, c'est une espèce de grande entreprise. Je me souviens, à une époque, sur Canal+, dans les années 90, on appelait ça la World Company, je crois. Hein, c'est ça. C'est un constat alarmant et à la fois sous forme de roman. Oui, parce que d'abord, j'ai toujours rêvé de voler. Ça, c'est une première chose, mais je crois qu'on n'est pas je suis pas le seul. Et donc, il y a des avions pour ça, non? Oui, mais non. Les planeurs. Vous avez essayé le planeur? Oui, le planeur, j'ai fait du planeur. Mais enfin là, les oiseaux, et puis moi j'avais lu un roman qui raconte Nils Holgersson, qui est ce petit garçon qui va visiter la Suède sur le dos d'une oie. Et donc les sternes arctiques, c'est des oiseaux que j'adore. D'abord, je les ai rencontrés un peu partout et vous les trouvez aussi bien. Alors il faut les trouver ils ne sont présents et visibles que pendant les étés, mais ils ont 2 étés par an, le titre du livre, parce qu'ils passent leur premier été au Groenland, ou en Arctique en général, pour nicher, couver, prendre de la lumière. Ils ont besoin de beaucoup de soleil en plus, de nourriture, et puis après, dès qu'il commence à faire un peu plus froid, vers août, ils migrent, et là ils font le plus grand trajet qu'aucun être humain ou animal ait jamais fait, c'est-à-dire qu'ils vont faire 80 km aller-retour, 80 000 km pour aller en Antarctique, où ils vont trouver le second été, l'été austral, où ils vont de nouveau, non pas nicher, parce que ça se fait dans le nord, mais ils vont profiter de la vie, manger du krill. Et ces oiseaux sont très sympathiques, très fidèles, en plus c'est des couples. Donc je me suis imaginé volant, enfin pas devenir cet oiseau. C'est un peu la série Manimal dans les années 80 où il y avait cet acteur qui se transformait en animal. Voilà bien une bonne manière de voir les choses de haut en plus. Parce que j'avais pas envie de les voir de la terre comme un terrien qui en effet, comme vous l'avez dit, culpabilise ceux qui consomment trop, ceux qui voyagent en avion. Enfin, cela dit, on culpabilise un peu quand on lit votre roman. Moi je culpabilise un peu comme tous, parce qu'on a tous notre part dans cette affaire. La vérité, c'est que par ma profession, par mon métier, je vais dans ces régions. Et c'est un privilège d'ailleurs que j'ai grâce au Quai d'Orsay, mais peu de gens finalement peuvent aller voir ce qui se passe au Groenland, en Antarctique. Alors qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui en 2024 et non pas en 2048, parce que c'est là se situe votre roman? Oui, parce qu'en 2048, le roman raconte en effet le résultat des courses. Aujourd'hui, donc 25 ans avant, il y a ce qu'on appelle la cryosphère. La cryosphère, c'est un ensemble, la glace tout simplement, qui est présente à la fois dans les pôles et dans les glaciers. Donc nous, on est un pays polaire, puisqu'on a dans le sud de l'Antarctique, on a des stations scientifiques. Et dans le nord aussi, on a une longue histoire. Jean Mallory, qui vient de décéder, était un grand savant français qui a beaucoup travaillé. Et puis on a des glaciers. Tout ça fond. Alors après, on pourrait dire c'est pas grave. Il y a déjà eu. C'est pas grave parce que c'est loin. C'est un peu comme en journalisme, la loi du mort au kilomètre. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est tout près. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 actions cumulées. Alors pourquoi ça fond? Parce qu'il y a du CO2, du carbone, ça réchauffe, et tout ça s'effondre. Alors, prenons les glaciers. Mont Blanc, allez-y, je pense que tous nos auditeurs, d'ailleurs, dans le roman, il n'y a plus de Mont Blanc, hein, c'est fini. Mais il n'y a plus d'Himalaya. Enfin, il y a une montagne, il n'y a plus de neige, il n'y a pas plus de Kilimandjaro. Les glaciers, ça va, en 2048, j'essaie non plus de ne pas tout dire de votre roman. Sûr. Enfin, en gros, il y a 1 milliard de personnes qui n'auront plus d'eau en bas des glaciers. Ils n'auront plus d'électricité.
Alors de l'autre côté, du côté des pôles, ça fond, mais là ça va dans la mer évidemment, et ça fait monter le niveau de la mer. C'est ça. Et donc en 2048, il y aura un autre milliard de personnes qui, eux, auront de l'o jusqu'au coude, Ouais, un peu trop. et un peu trop, voilà. Ouais, Et donc, c'est comme quand il y a des inondations après la sécheresse. Voilà. on commence à voir ça. Vous savez, C'est ça. les signes qu'on a dans le Mmh. Pas-de-Calais, Mmh. c'est des signes très avant-coureurs. Le littoral français n'est pas du tout épargné par ça. Des villes comme Le Havre se trouveront dans les années 2050, à la fin du Mmh. 2100, sous l'eau, une partie immergée, hein. Ouais. Ce Il y a que pas vous que Venise. expliquez, c'est qu'il y a une grande partie des gens qui habitent plus près du littoral. Il y en aura sans doute encore plus, alors Oui. qu'en réalité, on devrait se focaliser dans les terres. Oui, oui, mais mes petites cernes, d'ailleurs, voient ça d'assez près, parce que c'est vrai que je suis allé en Antarctique récemment avec Thomas Pesquet. Donc c'est Mhm. intéressant parce que lui a vu la Pourquoi Terre. lui? Parce que en fait, il travaille à l'Agence européenne spatiale, et l'Agence européenne spatiale s'intéresse de voir comment ces astronautes résistent à des conditions extrêmes. Hmm. Nous étions quand même à 3500 mètres en Antarctique, donc avec un effet ressenti à 4000 mètres, et par ailleurs à moins 50 degrés. Mm. Donc c'était intéressant de voir comment un corps humain peut s'adapter à ça. Et donc il y a beaucoup de liens entre l'espace et d'ailleurs le monde polaire. Et donc ce qui m'a frappé, c'est que lui voyait en effet cette Terre, comme on l'a vu nous, d'assez haut, à travers ces pôles qui s'effondrent, surtout l'Antarctique. L'Antarctique, c'est très impressionnant. Et mes petits oiseaux qui vont rejoindre l'Antarctique vont le sauver, parce que depuis longtemps, l'Antarctique est convoité, hein. Ça a été le dernier territoire découvert par les hommes au 19e siècle. On a eu notre part de gâteau, nous, avec Dumont d'Urville. Et donc, il y a eu un traité formidable. Pour une fois, les hommes ont été très sages, en pleine guerre froide, traité de l'Antarctique, qui est valable jusqu'en 2048. Mm. D'où 2048, mes Mm. oiseaux. Et Mm. si, en 2048, certains pays veulent changer les règles, eh ben, cette Antarctique pourra devenir un lieu d'extraction minier, un lieu industriel. Et il y a quand même là 3000 mètres de glace sur une surface qui fait 20 fois la France. C'est 80% de la réserve d'eau douce au monde. Et si ça fond, et mes oiseaux vont tout faire pour que ça ne fonde pas, c'est 60 mètres de niveau de la mer qui va augmenter. Qu'est-ce Donc, qu'il vous a affaires se pèsent. dit, Thomas Pesquet, quand vous l'avez emmené là-bas? Quel a été son constat? Quel a été son regard? Que c'était pas du tout un voyage ni une mission, qu'on était sur une autre planète. C'est-à-dire Quand tu étais sur une autre planète? une autre planète. C'est que c'est pas la planète Terre. On est à l'extrémité des mondes. Ça a d'ailleurs toujours été perçu comme ça. Tous ceux qui sont allés, c'est plus du tout les conditions humaines. Là où nous étions en Antarctique, dans le centre même, enfin, il y a le littoral qui est agréable parce qu'il y a des manchots empereurs, et puis il y a un peu de tourisme. Mais quand vous rentrez à l'intérieur de l'Antarctique, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il y a pas un moustique, il n'y a pas un oiseau, il n'y a pas un brin d'herbe, absolument rien, que de la glace, 3000 mètres. C'est invivable. Et pourtant, les hommes ont voulu aller là. Donc vous êtes vraiment sur un terrain lunaire qu'on connaît encore beaucoup moins bien, sauf à travers ces carottages de glace qui permettent de mesurer le climat, qu'on connaît beaucoup moins bien finalement que la surface de la Lune, ou celle peut-être bientôt de Mars. Et ce paysage, peu à peu, il change aussi. Vous avez dit, parce que vous êtes passé un peu rapidement sur le fait que ça fond tous les jours, mais j'arrive pas à me représenter ça fond tous les jours. Ouais. C'est quoi? C'est une bouteille d'eau minérale qu'on déverse comme ça, ou c'est une espèce de Ah non, cascade? C'est ah les non, chutes non. du Niagara Ah non, en c'est des- permanence? Non, alors ça fond, en fait, il y a plusieurs formes de glace. Hein, il y a la glace qui est sur le sol même, donc ça, c'est des gros morceaux de glace, évidemment, puis il y a ce qu'on Qui appelle la tombe, glace de ouais. mer. Mm. On dit souvent, par exemple, qu'on pourra passer pendant toute l'année dans l'Arctique, et qu'une partie du commerce maritime, d'ailleurs, c'est ce que je raconte. Oui, les Chinois Les n'attendent que Chinois, ça. les Russes, puis beaucoup. Mais je pense que nous tous, on passera par le Nord. Hein, le canal de Suez, à l'époque, ça sera peut-être un musée. Et en fait, pour que ça passe, il faut que soit la glace de mer qui fonde. Cette glace de mer, elle est plutôt fragile, hein, donc c'est pas la glace ancienne. La glace ancienne, elle fond, et elle se présente sous la forme d'iceberg. Il y en avait un en 1912 qui a tout simplement rencontré un bateau, ça s'appelait le Titanic. Bien sûr. Et à cet endroit précis du Groenland. Ça a commencé là, d'ailleurs, dans les années 1920-1930, le CO2, la pression industrielle, etc. Et donc, vous voyez en Antarctique, un peu, alors là, pour un peu de hauteur, sur les épaules ou sur les ailes de mes sternes arctiques, aujourd'hui, vous voyez des blocs de glace qui sont des icebergs, on appelle ça vélés, qui quittent la banquise, et qui sont grands comme la taille de Paris, ou l'Île-de-France. Hein. C'est considérable. Ah ouais. Donc on parle de choses considérables qui vont forcément un jour fondre, et donc faire monter de manière irrésistible le niveau de la mer. Et ça, c'est nouveau. Je ne suis pas le seul à le dire, mais les scientifiques, il y a encore 2-3 ans, quand j'ai pris
mon poste. Je succédais à Michel Rocard puis à Ségolène Royal. Quand je succédais à mon poste, on disait l'Antarctique, non, c'est immuable, ça ne bougera pas. Et ça bouge et tous les spécialistes du GIEC, les scientifiques le mesurent. Et donc, c'est ça que j'essaie de raconter un peu, en projetant finalement des chiffres, des datas, des données qu'on a scientifiques, à 25 ans. 25 ans, c'est demain. Mais 25 ans, c'est énorme ce qui se passe. Imaginez, regardez un petit peu nos paysages, regardez le Sahel, regardez le désert, regardez plein de paysages en 25 ans, ils ont changé. Les glaciers, vous voyez souvent la photo avant-après. Bien sûr. Et donc, on a une image assez juste de ce que ce pourra être en 2048 le monde. 2 étés par an, le roman d'Olivier Poivre d'Arvor. On marque une pause et on se retrouve dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1 Soir Week-end. 18h, 20h, Pierre de Villeneuve. Ambassadeur et écrivain, Olivier Poivre d'Arvor est le grand témoin de l'actualité de ce soir sur Europe 1 avec son livre 2 étés par an, qui est un roman, mais qui est un roman d'anticipation de ce qui pourrait arriver sur les 2 pôles, le pôle Nord et le pôle Sud en 2048, mais qui commence déjà évidemment, et vous le disiez Olivier à l'instant, les chercheurs notamment du GIEC nous le rappellent, mais eh oui, dans notre inconscient collectif, comme on dit, même si j'aime pas ce mot, on se dit c'est loin, donc ça pourra pas nous arriver, et malheureusement si, ça commence à nous arriver. Vous écrivez, nous sommes le volume de trafic le long de cette route, donc cette fameuse route dont on parlait, était passé de près de 500 millions en 2047, soit le double de ce qui transite par le canal de Panama. On parle de cette route qui pourrait se creuser à travers le pôle Nord. La guerre en Ukraine avait transformé la donne 20 ans plus tôt. Le Conseil de l'Arctique, instance de coopération régionale entre les 8 pays arctiques, ne se réunissait que depuis que la Russie avait choisi de faire cavalier seul. Les Chinois avaient investi massivement. Je savais, pour avoir fréquenté longtemps la vie diplomatique, que les enjeux économiques du commerce maritime représentent plus de 90% du commerce mondial, étaient considérables. Il y a ce qu'on vient de dire avant la pause, il y a des conséquences climatiques qui sont désastreuses, mais il y a aussi tout un environnement commercial, économique, qui pourrait prendre place et qui pourrait complètement changer. Oui, parce que ce qu'on appelle l'adaptation, parce qu'en gros, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça? Il faut s'adapter. Donc, il faut déménager, il ne faut plus rester au bord du littoral, il ne faut plus construire, etc. Mais l'économie s'adapte. Et l'économie est intelligente. Donc, elle trouve son intérêt dans le changement climatique. Et en l'occurrence, par exemple, le Groenland, qui est un pays parti du Danemark encore, qui a une forme d'autonomie, mais qui appartient au Danemark. Le Groenland, 50 000 habitants, un pays beaucoup plus grand que la France, 50 000 personnes qui vivent là. Et donc, on peut très bien imaginer, sans déconner, sans déconner, absolument, que dans 25 ans, ce territoire qui sera, non pas privé de glace, mais où il y aura vraiment plus de glace. Aujourd'hui, il y a 2% de la surface qui est accessible, le reste c'est de la glace, va devenir une destination touristique. D'ailleurs, on a envie d'aller voir le désastre. Donc, il y a de plus en plus d'ailleurs de tourisme vers le nord, vers le sud, etc. Donc, ce pays va forcément tirer un bénéfice de cette glaciation, de cette déglaciation plutôt. Et c'est pourquoi vous parliez de la vente du Groenland, mais Donald Trump avait lancé cette idée que s'il pouvait acheter le Groenland, il achèterait volontiers, parce que c'est une bonne affaire. Parce que, évidemment, qu'est-ce qu'il y a sous la glace? Eh bien, il y a des minerais, et on va avoir besoin de minerais, y compris pour nos chers téléphones et encore pour beaucoup d'autres occasions. Et donc, ces pays vont se transformer économiquement, et ce qui, pour nous, peut nous paraître en effet un désastre, va être une bonne affaire. Et je pense que l'économie va être suffisamment, hélas, intelligente, ou hélas non, elle va être suffisamment intelligente pour faire en effet que le commerce maritime, 90% du commerce mondial, passe là où on pourra passer maintenant. C'est là où en fait c'est dérangeant, et à la fois on doit se poser la question, on doit prendre la mesure de cela, c'est que au-delà des vies humaines, au-delà d'un dérèglement qui causerait la mort d'une quantité considérable de personnes, il y a toujours le mercantile, il y a toujours vous avez dit, Donald Trump, une bonne affaire. Les Chinois qui ont déjà investi en Afrique, non pas, on le sait très bien, pour sauver des populations locales qui souffrent du soleil, de la chaleur, mais c'est pour exploiter les minerais, et d'ailleurs les Africains commencent à s'en rendre compte. Là, pourrait aller effectivement sur d'autres terres que sont le Groenland et d'autres, parce qu'il y a des minerais. Il y a toujours une sorte de fric derrière tout ça. Moi, dans mon roman, il y a un personnage qui s'appelle Bilal, qui est un Libanais d'Afrique. Il y a toujours un Libanais quelque part. Et donc, il était à Abidjan et il a une bonne idée. Et là, en fait, je pensais que c'était une idée un peu originale en 2048.
il a acheté un bateau, et puis avec 2-3 camarades, il va au Groenland tous les ans. Et dans la partie qui n'appartient à personne, parce qu'il y a une partie de la haute mer où on peut tout saisir, la pêche, les ressources génétiques, mais aussi les icebergs. Donc il va chercher des icebergs, et puis il les redescend en Afrique, et puis il les vend à la découpe aux pays africains qui n'ont plus d'eau, donc évidemment, mais c'est d'énormes icebergs, ces villes dont je parlais qui dérivent. Et puis alors il a une petite idée de business en fait, et je crois que c'est très original, c'est qu'il va décider de les mettre en bouteille, ces glaçons, et les proposer à un bon prix aux Occidentaux, qui évidemment l'idée de boire de l'eau qui date de 100 000 ans, dans ce très excitant, on va l'acheter très cher. Ouais, c'est le Phénicien 10.0 là. Voilà, c'est le Phénicien 10.0. Sauf qu'au même moment, quand mon livre est sorti, j'ai vu que des Dubaïotes avaient eu l'idée de faire venir un iceberg et servent dans des bars de Dubaï des cocktails avec de la glace de 50 000 ans, et je crois que le prix du cocktail est passé de 1 à 10. Oui, ils vendent aussi des steaks avec des feuilles d'or. Hein, donc, oui, c'est ça. Dubaï, donc là, à un moment donné, disons que là, si vous voulez, je n'avais pas imaginé que le changement climatique et l'effondrement de la cryosphère, comme de la glace dans le monde, allait pouvoir créer une nouvelle économie. Mais il va y avoir de nouvelles économies. Il va y avoir d'abord des migrations. Alors, mes petits oiseaux les regardent, les voient. Je pense que les migrations, nous migrerons nous-mêmes, parce que ceux qui vont être touchés, ça va être la côte ouest des États-Unis, par l'élévation du mer, la côte est, notre côte à nous. Alors évidemment, le Bangladesh va être les pieds. Vous voulez dire qu'il faut profiter de l'île de Ré, de l'île Dieu, de Noirmoutier, oui, de c'est toutes pas ces... éternel. Je pourrais vous faire un petit diagnostic sur chaque endroit. Mais en tout cas... Avec les connaissances que vous avez du Quai d'Orsay et de votre rôle d'ambassadeur. Oui, puis elles sont connues par tous les gens qui travaillent sur ces questions-là, d'adaptation des littoraux. Alors ça, c'est intéressant, parce que vous dites, j'ai des données, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à s'y intéresser? Parce que il y a les fins de mois, la campagne 2022, la campagne présidentielle, a été basée sur une seule chose. On a... mis de côté les questions sociétales, les questions qui touchent à notre civilisation, les questions de sécurité, même les questions de sécurité arrivaient après le pouvoir d'achat. Il y a une espèce de demi-nuance en disant, et les gens pensent à leur fin de mois et ils se disent, moi je vais d'abord sauver mon portefeuille, mon crédit pour ma maison que j'ai acheté sur je ne sais pas combien d'années, alors qu'en fait cette maison, elle va être dans la flotte pour certains en 2048, comme vous l'écrivez. Tout ça est parfaitement logique, il faut être vraiment là-dessus, c'est là où on ne peut pas culpabiliser. D'abord, je crois que s'il fallait recommander quelque chose, c'est que, en effet, l'économie, mais ça, c'est pas tout un chacun. Moi aussi, quand je reçois ma facture d'électricité, je trouve qu'elle a beaucoup augmenté. Et j'imagine ce que ça peut être pour des foyers les plus modestes. Donc, on va pas leur demander de penser tout ça. C'est pas Non, mais on pense, et alors, c'est pas les gens, c'est aussi le mass média, c'est aussi les politiques de ne pas assez... de régler les affaires courantes plutôt que de dire le big picture, comme on dit en bon français. C'est-à-dire là où il faut vraiment regarder, c'est justement ça. Et quand on voit des gens comme Greta Thunberg, c'est peut-être trop, folklorique pour qu'on s'y intéresse. Oui, ça radicalise. Et voilà. Non, je pense qu'il faut d'abord faire appel aux scientifiques. D'où l'écologie punitive qui est absolument contre-productive. Non, ceux vraiment qui m'inspirent, moi, et que je vois, les Jean Jouzel, les Valérie Masson-Delmotte, ça, c'est les scientifiques qui, calmement, nous donnent des données. On a organisé... Le président de la République a organisé en novembre le premier sommet consacré aux pôles et aux glaciers, où il y avait une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Et là, on a commandé un rapport scientifique, et à partir de ce rapport, qui est fait très calmement, sans désir d'expliquer que tout va se casser la figure, on voit que dans les 10 dernières années, il y a eu une précipitation de cette fonte de la glace, et que ça va avoir ces effets dont je parle, de montée des eaux et puis de disparition de l'eau. Donc à partir de là, c'est vrai que les économies et les leaders, les femmes et les hommes politiques doivent prendre des décisions, pas faciles, parce que les populations sont un peu rétives. Grand rendez-vous 2025, c'est ça? Oui, prochain grand rendez-vous, ça sera une sorte de COP océan, puisqu'on va organiser la conférence des Nations Unies sur l'océan, la plus grande conférence jamais organisée sur les océans, avec tous les sujets qui existent, de pollution plastique, évidemment de surpêche, la décarbonation du transport maritime. À Nice, ça va être un très bel événement. Pourquoi Nice? Nice, parce que d'abord c'est une ville formidable, en plus c'est au bord de la Méditerranée, on y tient, c'est notre mer à nous, et puis en plus parce que le maire Christian Estrosi a voulu vraiment en faire quelque chose d'important, et sur le vieux port de Nice, il y aura là, je pense, 50 000 délégués qui viendront résoudre des questions, notamment la haute mer, les 60% de haute mer pour lequel il faut créer un centre d'aires marines protégées, protéger en effet les espèces piscicoles, toute une série de mesures.
la pollution plastique est un sujet majeur, hein, puisque à chaque fois que vous jetez une petite bouteille, elle va dans un fleuve directement dans l'océan. Et donc, on va négocier un peu comme on l'a fait pour les accords de Paris en 2015 sur le climat. On va négocier les accords de Nice. Quand je dis on, c'est les 192 pays des Nations Unies et le président de la République qui invite ses homologues, compte les avoir presque tous autour de la table pour faire du bien à l'océan, qui est quand même pour nous vital. Vos auditeurs doivent aimer le bleu d'Europe 1, donc, comme moi. Donc, c'est le bleu de la mer, 70% de la surface du globe, 50% de notre oxygène, un puits de carbone formidable. Il faut prendre soin de sa mer, oui, et de la mer. Vous avez dit tout à l'heure que le président était, Emmanuel Macron, très attentif à la situation, même alors pas seulement des océans et du plastique dans les océans, et on peut saluer aussi notamment les travaux de la Fondation de la mer, de Sabine Rode-Bézieux et des autres, mais le président est très attentif, vous dites, à ce qui se passe justement très 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 loin, en l'occurrence sur les pôles, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un ambassadeur des pôles qui est représenté par vous. Il m'a proposé d'ailleurs la fonction. Mais qu'est-ce qu'il vous dit quand vous allez le voir? Il me dit vas-y, fonce. Est-ce qu'il est allé? Non, parce que... Est-ce qu'il compte y aller? Mais non, vous savez, je pense que le président, s'il allait en avion en Antarctique, vous seriez les premiers à dire... nous, sûrement pas nous. Non, peut-être pas vous, mais les journalistes diraient, mon Dieu, c'est beaucoup de kérosène pour pas... Mais qu'est-ce qu'il vous dit exactement sur ce sujet-là? D'abord, il se renseigne, il voit les scientifiques, on lui organise des rencontres avec les scientifiques, il voit les constats et il voit les effets sur les populations. Et donc, c'est vrai que on n'a pas toutes les qualités en France, mais on a pris sur la question de la recherche polaire, alors qu'on avait ces dernières années peut-être un peu moins de moyens, mais on a pris une sorte de leadership, c'est-à-dire qu'on veut, ensemble, avec les autres grands pays glaciaires ou polaires, hein, je pense évidemment à tous ceux de l'Arctique, ceux de l'Antarctique, mais aussi les grands glaciers, l'Afrique, l'Asie, on veut véritablement préparer les populations à ce qui va se passer. Est-ce qu'il va falloir reparler à la Russie dans cette optique-là? Oui, un jour, forcément. La Russie, c'est 19% du PIB russe, c'est l'Arctique. Avec l'hydrocarbure, avec un certain nombre de choses. Ça va devenir aussi une route du commerce maritime. Et il faut espérer qu'un jour, évidemment, cette guerre... Situation actuelle? Est-ce que toute relation est coupée? Vous, par exemple, vous parlez à vos homologues russes? Non, on a pour conseil de ne pas le faire, et nous ne le ferions pas d'ailleurs. Donc il n'y a pas de dialogue, même sur un sujet qui pourrait être un sujet grave? Oui, alors écoutez, je pense qu'on le reprendra, ce dialogue, y compris dans le Conseil de l'Arctique, dont on est les observateurs, mais en l'occurrence, les Chinois, par exemple, eux, ont un dialogue avec les Russes et ils participent à l'équipement de la route du Nord, celle dont je parlais, qui pourra un jour voir ce commerce maritime. Donc c'est un jeu à trois bandes. Quand vous voulez avoir des nouvelles des Russes, vous demandez aux Chinois. Écoutez, je ne sais pas, moi je ne vais pas tout vous raconter, mais en tout cas, c'est vrai que les Chinois savent pas mal de choses. Et ils savent pas mal de choses et ils ont une vision, en effet, du monde qui est large. Et vous parlez de l'Afrique, mais en effet, ils s'intéressent beaucoup. Ils se présentent comme un État quasi-arctique, d'ailleurs, qui sont assez loin, tout simplement parce que tout est dans tout. Vous savez, aujourd'hui, les pôles, les océans, les fleuves, tout ça, c'est la même histoire. C'est une histoire d'eau. Ça représente 80% de la surface du globe et c'est mon portefeuille. En fait, moi, je m'occupe de tout ce qui est humide, glacé, liquide. Les mers chaudes aussi. Les mers chaudes aussi, évidemment. Les mers de plus en plus chaudes, hélas, un vrai sujet. Ouais. Dans d'ailleurs la montée des eaux, vous savez, la moitié, c'est la fonte des glaces, mais c'est le réchauffement thermique. Et on a vu cet été, c'est terrible, quand on se baignait en Grèce. Oui, parce que l'écorce de la Terre est de plus en plus chaude. C'est ça. Et le réchauffement de l'eau, qui est de plus en plus fort, évidemment, va produire toutes sortes de tsunamis. Et j'espère que mes petits sterns arctiques, là, Jet et Lily, ce petit couple qui arrivera en 2048... c'est une belle façon, en tout cas, de présenter les choses, et des choses importantes, graves, et effectivement, parfois un peu sidérantes. Merci beaucoup, Olivier Poivre, d'avoir... Merci, Pierre de Villeneuve. Merci beaucoup. D'être passé par Europe 1 pour nous raconter tout ça.